Euh, Merci évidemment de me donner la possibilité d'intervenir dans ce cadre prestigieux, en tout cas qui pour moi l'est. Merci de me donner la possibilité de euh, collaborer de cette façon après les échanges que nous avions pu avoir dans d'autres contrées qui nous avaient amené à parler d'autres sujets, et j'ignorais qu'on pouvait se retrouver sur ce sujet de la santé sexuelle. Comme l'a dit Joël, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bordeaux, responsable d'un master en psychologie de la santé. Donc à la base, moi je forme des psychologues qui ne travaillent pas en psychiatrie, mais qui vont travailler dans des services de cancérologie, d'addictologie, de cardiologie, donc auprès de patients qui ont des problèmes de santé. Et moi je me suis spécialisé sur le sujet des problématiques de santé physique et mentale des sportifs de haut niveau et des risques auxquels ils pouvaient être exposés. C'est dans ce cadre-là que j'ai été amené à travailler sur le sujet des violences sexuelles en milieu sportif, parce que j'avais réalisé des publications sur le sujet et le ministère des Sports, à l'époque, Roselyne Bachelot, m'a confié la coordination d'une enquête nationale et d'un dispositif d'action sur le sujet. Et s'il y a un domaine dans lequel on se rend compte que les défauts d'éducation sont criants, flagrants, majeurs et donnent lieu à des conséquences si désastreuses, alors qu'il serait si simple d'y remédier et sans même éduquer, parce que éduquer c'est très cadrant comme terme, ne serait-ce qu'en informant, on pourrait éviter tellement de choses. Donc voilà les éléments que je vais partager avec vous, de façon à vous sensibiliser à cette question, ce sujet que sont les violences sexuelles en milieu sportif, de façon à ce que vous soyez en mesure de mieux appréhender qu'est-ce qui fait que dans ce contexte-là, des violences peuvent survenir et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, qu'on travaille dans le milieu sportif ou qu'on soit dans l'entourage de sportifs. On a tous des gamins qui font du sport. Alors, je dis des gamins qui font du sport, on peut faire la transposition, c'est valable si votre gamin ou votre gamine est au conservatoire. Moi, la mienne, elle chante à l'opéra. Bon. Je me pose les mêmes questions que celles auxquelles j'invite les parents de sportifs à se poser. En tout cas, j'essaie d'avoir la même vigilance. D'habitude, je commence par des propos très épidémiaux, très chiffrés, très conceptuels. Et puis en général, je garde les illustrations, les explicitations au moment des questions pour qu'on se rende compte véritablement de la réalité. Et là, pour la première fois, j'ai décidé de faire l'inverse. Donc je vais commencer par quelque chose d'un peu abrupt, entre guillemets. Vous n'aviez peut-être pas le désir et vous ne m'avez peut-être pas tous formulé le consentement concernant le fait d'entendre les situations et propos que je vais essayer de retranscrire, qui sont les propos de groupes de sportifs masculins, propos qui se sont exprimés mais de façon totalement libre lors d'interventions qu'on pouvait réaliser dans le cadre de journées de sensibilisation et prévention en milieu sportif sur la thématique des violences sexuelles dans le sport. Et si vous saviez, pendant les années où j'ai réalisé cette enquête avant de rendre le rapport ministériel sur le sujet, les aberrations, les choses abominables auxquelles on a pu être exposé, confronté, de la part de sportifs qui nous a expliqué avec un grand sourire ce qu'ils faisaient entre eux, en groupe. Bon, si on doit catégoriser un peu les choses, et pour donner quatre exemples. Tout d'abord dans le domaine de ce que je vais appeler les stratégies de renforcement de la cohésion du groupe. Bon, alors là, on va dire ça, rien de bien méchant, mais si quand même. S'il y a un propos, un domaine dans lequel on s'autorise à avoir des propos du style on n'est pas des femmelettes, on n'est pas des tapettes, on n'est pas des PD, bon, on va dire. C'est quoi ces phrases qui, dans ce groupe-là, n'ont pas le sens que cela pourrait avoir dans d'autres groupes. Pour eux, c'est juste une phrase qui est
presque devenue dénuée de sens, mais à partir de laquelle ils savent qu'en se disant ça, c'est le moment de renforcer, de revenir à une certaine cohésion, de se redynamiser avant d'entrer sur le terrain, etc. Ils en perdent totalement la notion de la portée des propos et de la façon dont ça pourrait être considéré par d'autres personnes dans d'autres contextes. Mais comme il y a une forme d'entre-soi, ces propos ne sortent pas du vestiaire ou du bord du terrain, ils sont pour eux totalement acceptables. Ils ne se gênent pas non plus pour ce qui est de renforcer la cohésion du groupe, d'en venir à adopter des comportements clairement stigmatisants envers un individu du groupe qui va être considéré comme celui qui ne tient pas les mêmes propos que les autres, qui n'a pas les comportements souhaités par le groupe, en le stigmatisant, en le désignant en tant que bouc émissaire. Bon, en général, le bouc émissaire du groupe sportif, c'est celui qui va se voir infliger les qualificatifs des propos que je viens de tenir juste avant, la tapette, la femmelette, le PD, etc. Cette thématique de l'homosexualité latente au sein des groupes sportifs, elle est quand même très présente. J'avais fait soutenir une thèse sur le sujet en 2013 déjà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on continue de nous dire oui, l'homosexualité dans le sport, sujet nouveau dont on n'a jamais parlé, bon, c'est-à-dire que les supports de publication qui sont les miens ne sont sûrement pas assez visibles et il va falloir que j'y remédie. Bon. Deuxième domaine, des stratégies, et là c'est là qu'on rentre dans le côté beaucoup plus dérangeant, enfin encore plus dérangeant, des stratégies d'intégration des nouveaux membres au groupe. Les sportifs, ce sont des sportifs, des jeunes qui sont dans des centres de formation et qui chaque année accueillent une nouvelle promo, entre guillemets, pour rejoindre le groupe élite, espoir, national, France, ou ne serait-ce que régional. Donc certains sont là depuis 1 an ou 2 et ont la charge d'infliger à ceux qui arrivent les mêmes choses qu'ils ont déjà subies eux-mêmes l'année d'avant, voire pire, si on peut être créatif, innovant. Voilà. Donc évidemment on appelle ça du bizutage. Tous les responsables de fédérations ou de centres de formation vous diront que bien évidemment comme le bizutage est interdit, il n'y a pas de ça dans leur établissement. Ce dont nous sommes parfaitement convaincus. Parmi les choses les plus abominables que j'ai pu entendre, c'est la façon dont ils nous racontaient la nature des agissements qu'ils s'infligeaient les uns les autres, des trucs totalement humiliants, totalement dégradants, évidemment à caractère sexuel. Il y a de la nudité, mais il ne vous aura pas peut-être échappé que dans le milieu du sport, en fait, on est dans un milieu où la nudité de l'autre n'est pas quelque chose qui est, atypique. C'est quelque chose de totalement banal que d'avoir accès à la nudité de l'autre lorsqu'on est sportif. Donc, ça pose pas de problème pour imposer ça aux autres, et puis ça pose pas non plus de problème pour soi. Enfin, en tout cas, c'est pas censé poser un problème pour soi que de se retrouver nu face aux autres, vu qu'il y a plein d'autres contextes, vestiaires et autres, dans le cadre desquels on se retrouve nu. Donc là, vraiment, j'ai eu accès à des propos de la part de groupes. Alors à chaque fois, c'était exclusivement des sportifs issus de sportifs masculins, issus de sports collectifs, qui sont j'aime pas ces classifications-là, les sports genrés, etc., qui nous font croire qu'il y a certains sports qui seraient plus masculins que... Alors ils sont plus perçus comme masculinistes que d'autres, donc c'est typiquement ces sports-là, le rugby, le volley, le hand, ou ce genre de discipline. Et là, clairement, ils nous racontaient comment ils s'infligeaient à se mettre dans la bouche un certain nombre de choses, s'introduire dans tous les orifices du corps un certain nombre d'objets. Et que de toute façon, il fallait s'y soumettre, vu que les autres, même s'y étaient déjà soumis. Voilà. Le tout dans le cadre de sessions. Alors le but c'était de les faire parler librement pour qu'il y ait des prises de conscience, et là ça n'a pas juste été des prises de conscience, c'était des électrochocs pour certains, parce que quand après on leur présentait un peu le cadre légal, législatif, pour leur expliquer justement ce que sont les agressions sexuelles, ce qui les différencie du harcèlement, des atteintes sexuelles, quelles sont les caractéristiques du viol, il y en avait toujours un ou deux pour faire...
attendez, par rapport à ce que vous nous montrez là, je voudrais dire que ce qu'on fait, c'est du viol, quoi, et puis qu'on serait des violeurs. Non, c'est comme ça qu'il fait le mec sur ses vidéos sur TikTok. Ben ouais. Ouais, les gars, vous êtes des violeurs, et le seul fait que vous ne soyez pas qualifiés de violeurs, c'est le fait qu'au sein du groupe, il y a une force qui fait que la parole ne se libère pas et qui fait que personne ne va porter plainte pour dénoncer le fait d'avoir subi ce que vous imposez à tout le monde de subir. Voilà. Et dernier exemple que je voulais vous présenter, tous ces comportements où on va systématiquement mettre à l'épreuve la virilité et l'hétérosexualité des autres membres du groupe, une fois qu'ils ont été intégrés, qu'ils ont prouvé leur virilisme, leur virilité, après s'être introduit tous les objets possibles là où on pense. Faut continuer de tester ça tout du long, et il nous explique clairement quelles sont leurs façons de tester les autres pour être sûr qu'il n'y ait pas de PD dans le groupe, pour reprendre leurs propos. Bon, ça m'intéresse, comment vous faites, parlez, bon, la posture du psychologue qui incite à la parole. Le truc le plus sûr pour être sûr de ne pas avoir d'homosexuels dans le groupe, c'est de s'imposer mutuellement des pratiques à caractère homosexuel entre nous. Oui, des fellations mutuelles comme ça, dans les douches, les vestiaires, bah ouais, parce que ceux qui s'y refusent, c'est qu'ils ont un problème avec ça. Donc s'ils ont un problème avec ça, c'est sûrement qu'ils le sont. Nous, on n'a pas de problème avec ça, donc la preuve, on le fait. Et c'est là, je dis... Bref, quand on me dit une conf sur l'éducation des garçons, ouais, j'arrive. Voilà, j'ai plein de choses à dire là-dessus. Alors pourquoi ça survient dans ce contexte-là ? Parce que le milieu sportif, c'est un milieu qui fait le culte de la soumission. Quand on est sportif, on apprend à se soumettre à l'entraîneur. On s'en réfère totalement à ce qu'il va dire. Ça fait le culte de la force, de l'excellence. C'est un milieu dans lequel tout signe de faiblesse est totalement proscrit. Si vous avez la moindre faiblesse, il ne faut pas le dire, parce que sinon, on ne va pas s'occuper de vous. On va croire que vous n'êtes pas finalement pas une des pépites auxquelles il faut s'intéresser pour aller au prochain JO, etc. Bon. C'est un milieu qui a tendance à fonctionner en vase clos. Et comme tous ces groupes qui fonctionnent en vase clos, il y a une forme de séparatisme qui se met un peu en place, et qui fait que ce groupe, qui a très peu de contact avec les autres groupes de la réalité, en vient à adopter un mode de fonctionnement qui repose sur des normes sociales qui vont être propres au groupe et qui vont être en total décalage avec tous les autres groupes sociaux qu'on peut trouver j'avais envie de dire, dans la vraie vie, et en tout cas qui banalisent, voire qui incitent à des comportements qui seraient totalement dénoncés et interdits dans d'autres groupes. Et tout ça fait que ça facilite et ça crée le terreau d'un certain nombre de discriminations à caractère sexiste ou homophobe, et puis que ça génère l'apparition de violences sexuelles de type harcèlement, agression ou atteinte sexuelle. Donc c'est le moment où je remets la casquette un peu plus psycho-épidémio et recherche pour vous livrer quelques chiffres. Lors de l'enquête que nous avons réalisée, donc de 2007 à 2009, on avait un échantillon de pas loin de 1500, un peu plus de 1400 sportifs, vraiment des jeunes, des moins jeunes, des garçons, des filles, entre 40-45 disciplines différentes. Donc il y avait vraiment de tout, des centres de formation, des étudiants en STAPS, des clubs lambda, des lycées sport-études. Bon, vraiment, il y avait un peu tous les profils. Et dans le cadre de cette enquête, on a évalué un certain nombre d'agissements
On s'est basé en partie sur la législation française pour évaluer la survenue des agressions sexuelles caractérisées par voilà, la contrainte, la force, la menace, la surprise par le non-consentement, des atteintes sexuelles, donc attouchements qui ne sont pas caractérisés. Alors même, je sais que la législation un peu... Je continue d'utiliser les termes force, contrainte, menace, surprise. Je sais que c'est plus tout à fait défini comme ça actuellement, mais je trouve ces termes assez parlants. Donc attouchements qui sont commis sur la base d'une forme d'emprise et ce qu'on appelle, notamment en psychologie du sport et en sciences du sport, le grooming, et puis pas que dans ce domaine-là, aussi en victimologie, c'est-à-dire la mise en confiance progressive de la victime qui ne l'est pas encore, qui va progressivement perdre ses repères, ce qui fait que le jour où il y a l'acte qui est commis, la victime ne se rend pas compte en fait qu'elle est devenue victime parce que ça lui paraît presque normal. Voilà, un peu le principe de la brouette qu'on repousse de 10 cm, la brouette du voisin, qu'on décale de 10 cm tous les jours, puis un jour le voisin il se rend compte que sa brouette elle est chez vous, il ne l'a pas vu bouger. Bon. Voilà. Et on a évalué ça à l'aide d'un certain nombre d'items qui se référaient à chacune des catégories de violence avec des modalités de réponse. Non, je n'y ai jamais été exposé. Oui, j'y ai déjà été exposé et je ne sais pas. Alors, la modalité je ne sais pas dans ce type d'enquête, elle est indispensable si on veut estimer l'ampleur du phénomène, parce que se baser uniquement sur le déclaratif, c'est-à-dire sur des individus victimes qui vont dire oui, j'ai déjà été victime de ça, évidemment, on sous-estime le phénomène. Si on inclut, bon, ça c'est de la méthodologie de la recherche, mais si on inclut les modalités de réponse je ne sais pas, là, on arrive à approcher d'une estimation plus fine du phénomène. Alors, ça ne veut pas dire que, je vais dire, je ne sais pas, ouais, donc sûrement des gens, non, il n'y a rien eu, mais ils ne savent pas trop répondre. Ouais, mais c'est des items du style, est-ce que vous avez déjà été confronté à une tentative de viol qui a échoué? Qu'on n'a pas été confronté à ça, en général, on sait répondre non. Si on ne sait pas, si on n'est pas sûr, c'est qu'il s'est passé quelque chose qui a laissé un doute, voire clairement qui a laissé des conséquences psychotraumatiques qui fait qu'on a du mal à se souvenir. Donc en fait, dans ces réponses je ne sais pas, il y a plus de chances que ce soit des gens à qui il est arrivé quelque chose, qui ne peuvent pas le dire, qui ne savent pas le dire, plutôt que de gens à qui il n'est rien arrivé. Donc ça veut dire qu'avec cette méthode, on obtient des taux d'exposition qui sont assez proches de ce qu'obtiennent les autres études internationales, à savoir 17% des sportifs français qui déclarent ou pensent avoir déjà subi des violences sexuelles dans le cadre de leur pratique sportive, donc qui déclarent c'est les réponses oui, 11%, qui pensent c'est les réponses je ne sais pas, 6%, avec, vous voyez, plus de la moitié des sportifs qui ont déjà été confrontés à des agissements de type exhibitionnisme, voyeurisme, à peu près un tiers, atteinte, humiliation et agression, et pas loin de la moitié des sportifs qui se déclarent victimes, qui ont déjà été confrontés à plusieurs formes de violence. Il faut savoir qu'il n'y a aucun, contexte type. On imagine souvent que les violences sexuelles dans le sport, c'est un entraîneur qui va abuser d'une jeune sportive dans un local isolé où il n'y a personne. Non, enfin, c'est une possibilité. Mais il n'y a pas de contexte type, ça peut être en déplacement, en compétition, à l'entraînement, lors d'un stage, ça peut être dans plein de lieux différents, les vestiaires, à l'hôtel, la bagnole de l'agresseur, une chambre quelconque, quels que soient les lieux. Ok. Et ça survient autant en contexte isolé qu'en contexte de groupe. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, il y a des gens qui sont présents, qui laissent faire, et voire même qui encouragent. Aucun profil type de victime, garçon, fille, toute discipline, majeur, mineur. Les victimes, elles parlent, il faut arrêter de dire il faut libérer la parole. Non, la parole, elle existe, c'est juste qu'il faut l'écouter puis la considérer. Et les auteurs de violences, là on retrouve des proportions qui sont assez similaires aux études en victimo, donc plus d'hommes que de femmes. Majorité de violences dites horizontales, dans plus de la moitié des cas, ce sont des sportifs qui s'en prennent à d'autres sportifs. Ça, c'est quand même important de l'identifier à des fins éducatives. Assez peu de violences dites verticales de la part d'entraîneurs, d'encadrants, etc. Pour ce qui est des stratégies à envisager en termes d'éducation, je vais passer cette diapo-là, mais on pourra y revenir éventuellement sur les échanges. Avant d'aborder la question de l'éducation, j'ai envie de ne pas oublier la question liée à l'accompagnement spécifique qu'on peut procurer aux garçons victimes. Si
quand je dis la parole, elle est déjà libérée, il faut juste savoir l'écouter. C'est devenu le cas très spécifiquement chez les femmes. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes parlent. Mais chez les garçons, on en est encore à une inhibition de la parole qui correspond à celle qu'on pouvait trouver chez les femmes il y a, j'allais dire 20... Non, c'est quand même assez récent l'évolution de la parole, mais il y a une dizaine d'années, parce que le sentiment de honte, de culpabilité, le fait de se dire que moi, en tant que garçon, ça devrait encore moins m'arriver, donc ce sont des freins supplémentaires à la libération de la parole. Et puis il y a plein de comportements. Bon, alors c'est vrai qu'on peut voir chez les victimes des signes cliniques, des comportements, des pathologies qui apparaissent. C'est vrai que chez les garçons, il y a beaucoup de comportements où on va tester les limites, des comportements très exacerbés, beaucoup de comportements agressifs, beaucoup de comportements, avec des abus d'alcool, de sexualité, etc. Donc nettement moins restrictifs, comme ce qu'on peut voir apparaître chez un grand nombre de victimes femmes, chez lesquelles on va avoir une inhibition de la sexualité, une anorexie qui va se mettre en place, ou ce genre de choses. Donc chez les garçons, ça paraît normal qu'à l'adolescence, ils soient foufous, ils se cassent la gueule, ils picolent, ils testent tout au niveau sexuel. C'est peut-être pas si normal que ça, lorsque ça représente un changement de comportement important. Donc, de mon point de vue, qu'est-ce qu'on peut faire? Et je pense qu'on est sur la bonne voie, parce que le contexte sociétal fait que les mentalités évoluent et qu'on a désormais un contexte qui facilite le fait qu'on puisse mettre en place des actions, à commencer par le fait d'informer et améliorer les connaissances des sportifs en matière de violence sexuelle, de définition. Je vous donnais l'exemple tout à l'heure, les sportifs qui découvrent ce que c'est un viol. Donc ce qu'on fait, c'est du viol. Okay. Importance quant au fait de renforcer, selon moi, les compétences psychosociales pour réussir à se dégager des normes du groupe et donc refuser les normes déviantes. Que ces sportifs se sentent libres de refuser, de dire non. Un peu comme des ados devant l'entrée du collège à qui les parents ont dit « affirme-toi, tu dis non quand on te propose une cigarette ». Voilà, éducativement parlant, en tant que parent. Et les sportifs, ils ne sont pas éduqués au fait de dire non à leur groupe parce qu'ils ont peur d'être exclus et que... Bon. Voilà. Et d'une certaine façon, on ne devrait plus tolérer au sein du groupe ceux qui tentent d'imposer ces règles totalement déviantes. Pour l'instant, on en est encore à un stade où on cherche à exclure ceux qui n'acceptent pas ces règles déviantes. Il faut inverser la tendance, et les entraîneurs ont un très très grand rôle à jouer dans l'établissement de ce climat. Et puis plus globalement, il faut sensibiliser à la question du consentement. Alors je ne vais pas revenir sur le consentement, ça a beaucoup été débattu, mais derrière le consentement, il y a la notion d'altérité, de prise en considération de l'autre comme étant une entité, comme pouvant avoir un désir ou non, et puis surtout une prise en considération des conséquences que ces agissements non consentis peuvent avoir sur l'autre, et des ravages que ça peut commettre. Et les sportifs sont convaincus que leurs agissements n'auront pas de conséquences. Et c'est là que, de mon point de vue, il y a beaucoup à faire. On pourrait aussi dire un certain nombre de choses sur l'éducation des adultes encadrants, mais ça, on pourra en discuter dans le cadre des échanges. Voilà, si vous souhaitez me contacter, vous avez mes coordonnées.